Aujourd'hui, nous allons parler de pop art anglais, puisque je vous le disais, et je m'appuie encore sur le livre de Blisten sur l'art du XXe siècle, qui quelquefois a des défauts, sur cet art invisible d'autres pays, sur celui des femmes, il ne parle pas grand-chose. Par contre, sur l'arrivée du pop art américain, anglais, le nouveau réalisme, on va parler du pop art français. On est sur la deuxième partie des années 50 et le début des années 60. Il redit dans le petit article sur This is Tomorrow et l'œuvre de Richard Hamilton, qu'est-ce qui rend les intérieurs d'aujourd'hui si différents, si sympathiques? Il redit quelque chose que je n'ai pas dit assez hier. C'est-à-dire que quand, lors de l'exposition This is Tomorrow, vous vous rappelez que les Smithsons, notamment, s'intéressaient à l'ambiance, en fait, à l'environnement dans lequel on vivait, et l'originalité de Richard Hamilton, c'est de penser le monde des mass médias comme un environnement. On va voir aujourd'hui un petit livre rapidement, parce que c'est un peu tôt, de Jean Baudrillard qui s'appelle « Le système des objets », qui va s'intéresser à comment les objets, l'environnement dans lequel on baigne, nous influencent. Si vous avez des souvenirs de jeunesse des années 60, il y a un célèbre McLuhan qui va s'intéresser au système des médias. Mais il faut vous rappeler que l'intuition de Richard Hamilton, elle est dans un monde de médias, de télévision qui sont apparus. Le premier poste de télévision en 1930, ça s'en est un. Voilà l'intérieur. Petit à petit, on va avoir cette image-là dans les postes de télévision de 1930. Mais dès 1939, la diffusion américaine de la télévision. Et en 1958, par exemple, on a une télévision qui est un peu partout sur le territoire du monde. Voilà à quoi ressemble un téléviseur de 58 et une petite mire de 59. Si on a des informations que je vais vous passer tout de suite, je rappelle juste par ce petit Blisten, le pop art anglais s'oppose à la notion de contemplation désintéressée, ce qui était un peu le rapport qu'on avait à l'image avant. On regarde la Joconde à la vitesse qu'on veut, comme on veut. On a un rapport de lecteur ou de spectateur dans la dynamique que l'on veut. Si vous vous souvenez du petit texte d'Umberto Eco sur l'œuvre ouverte, il faut que le spectateur soit actif. Déjà, cette interpellation du spectateur dans This is Tomorrow par Hamilton, les plans inclinés, la façon dont il va y avoir des sortes d'illusions d'optique, le sol qui bouge est là. Mais ce qui est original dans ce retournement, puisque avant on avait contemplation désintéressée, cher à Roger Fried, comme à Reed ou à Clement Greenberg, le théoricien de la peinture américaine sous Pollock. Devant un Pollock, on est là pour regarder, chercher le chemin, trouver à peu près comment ces mouvements sont faits et essayer de reconstituer un peu ce qui s'est passé. Par contre, ce que ces historiens de l'art dont Greenberg ne parlait pas, qui est la bascule avec Hamilton dans le monde contemporain, c'est cette idée que les masses médias, finalement pour eux longtemps, et même chez Adorno, c'est le cas, un des grands philosophes de cette époque, les masses médias ne produisent qu'un ersatz de culture, c'est-à-dire ce que fabriquent les masses médias, pour le dire d'une façon tout à fait directe, c'est de la merde, c'est-à-dire c'est de l'imagerie pour le peuple, des petits Mickey dans des Pulp Fiction, des petites séries télé sans intérêt, c'est pas de l'art en fait. Ce qui est assez nouveau dans ce que fait Richard Hamilton et dans l'appui sur la pensée de McKell et des gens qui sont autour, c'est que les masses médias peuvent produire autre chose qu'un ersatz de culture. Et l'idée d'Hamilton, c'est d'ouvrir la voie à une prise de conscience du réel, c'est-à-dire que les masses médias font partie du réel, et des engagements de l'artiste face aux structures politiques, économiques et sociales. C'est-à-dire, s'intéresser aux médias va mettre du temps, même à être traité par les philosophes, à être intégré, et on va voir à partir de demain comment le pop art américain est finalement une sorte de jeu plus ambigu avec les médias. Dans l'œuvre de Warhol, qui est la plus connue, on a pour la première fois un artiste d'avant-garde connu du très grand public, mais avec aussi la démarche lui-même de l'artiste qui est ambiguë. On ne sait pas si finalement il est content de ce monde des médias ou pas, ou s'il en est critique. Il est devenu un environnement tout autour de nous. London is full of exhibitions these days, everything from spaceships to sausage meat. The spaceships are at the Boys and Girls exhibition, which has room for more familiar means of transport as well. This exhibit features self-steering model cars, which can do everything real cars can do, including ignoring the highway code. Le futur de 1958. The Royal Navy presents a midget submarine.
a real one which sank a ship and a floating dock during the last war. Not to be outdone, the Air Force has a Vampire advanced jet trainer on show with pilots to demonstrate it to the customers. And now it's Mother's turn, the British Food Fair, where all the housewives' dreams come true. Here is every kind of food you can imagine and every possible way of cooking it, freezing it, disguising it, and dishing it up. Complete automation may not have reached the kitchen yet, but this American layout is certainly the next best thing. You had to be careful which button you press, or who knows, you might be faced with a 5-course meal when you were only looking for a box of matches. Washing up? Oh, that's no problem at all. Do you burn your fingers or spill the gravy every time you open the oven? Here's the answer. And here's a machine which can produce donuts even faster than Junior can eat them. Tout le monde comprend que le système des médias, il est omniprésent, mais que l'étudier, l'intégrer, est finalement pas si simple que ça. Le pop art en anglais, je ne vais pas pouvoir développer trop, mais je voudrais regarder le travail de 2 artistes particulièrement, Peter Blake et Richard Hamilton, une deuxième fois, parce que le travail de Richard Hamilton, on ne l'a pas beaucoup regardé. On a vu à quel point son intuition de regarder les médias était forte dans cette expo de 56, mais on va regarder à la fois comment sa peinture elle-même s'inspire du collage et l'intègre, et comment, rebondissement final, il sort des images. Ce que vous connaissez sans doute comme artiste anglais, on est en pleine vague des débuts du rock'n'roll, c'est David Hockney. Un Hockney des années, celui-ci est de 61, voilà, on est sur une partie un peu plus proche de nous. Simplement, c'est de la peinture, des imageries qui quelquefois viennent de magazines gays, quelquefois qui jouent avec quelque chose de passionnant, c'est-à-dire les différences de graphisme en fait, entre un graphisme simplifié qui vient du monde de la publicité, une peinture presque réaliste et puis une peinture très très simplifiée. Un monde qui ressemblerait à la fois à un poster, à un film publicitaire et même à une peinture réaliste. Mais les premiers travaux de Hockney, c'est ici peint sur une boîte de thé, c'est-à-dire l'objet lui-même devient un support pour peindre. Pas développer trop, on pourra en faire longtemps. Et je disais que la meilleure façon de résumer le travail d'Hockney, c'est quand on visite la rétrospective à Beaubourg et qu'on sort de l'exposition, on peut avoir envie d'acheter un poster. Et l'avantage d'une expo de Hockney, c'est que quand tu as le poster chez toi, ça ressemble quand même pas mal à la peinture elle-même, puisqu'elle-même, elle est inspirée du monde des images et du poster. C'est bien notre chapitre 3, c'est-à-dire faire des images dans un monde d'images. Faire une image qui fasse douter, on voit bien que le traitement en spaghetti de la piscine est un code visuel. À côté de ce beau mâle aux fesses claires, inspiré des mêmes endroits, et que le portrait de Nick Wilder a l'air d'être à la fois un signe de richesse, il a quand même une belle maison et une belle piscine, et en même temps d'une grande tristesse par ce côté carré. Voilà, l'image est assez centrale, dès qu'on est dans un carré, il y a quelque chose qui, quand il est dans l'axe du milieu, va être un peu ennuyeux, entre guillemets, voilà. Plein face, avec pas d'expression, et puis des choses coupées en plein milieu sur un tiers, voilà, le plus amorphe possible, avec des hors-champs très peu présents. Il ne se passe pas grand-chose autour de l'image, tout est dans l'image, avec quelque chose de presque rien qui se passe. Voilà, et ce bigger splash qui fait que ce qui se passe a disparu. Mais que cette esthétique du poster, quand Hockney va partir aux États-Unis et être inspiré par l'imagerie des paysages même industriels, commerciaux des États-Unis, ça va faire en sorte qu'on ne sache plus très bien où on en est. Entre ce monde merveilleux qui nous est vendu et ce monde réel qui est autour de nous. Le poster, la peinture du poster, le poster de la peinture du poster, vous comprenez que le pop art anglais va jouer cette ambiguïté en fait qui est devant nous. Et puis, je dis toujours du bien de cette partie-là de Hockney qui est très peu connue, c'est qu'il va être le premier, par exemple, à travailler avec des crayons de couleur, ce qui est un matériau qui était plutôt du domaine de la vie de tous les jours pour les enfants. Il va voler au monde de l'imagerie populaire enfantine un graphisme. Et même sur ce portrait d'un collectionneur, le simple fait qu'il y ait des reproductions de Vermeer, de Piero della Francesca, de Van Gogh et de Degas
crée une espèce d'environnement, mais qui montre sa facticité. On voit bien que c'est un paravent à la noix et que des scotch moches. Voilà, et que l'amateur d'art est autant ridicule que passionnant. On pourrait ajouter la petite dame que voilà, Marie Kant qui invente la mini-jupe. On est en plein changement de société. Et on pourrait aussi parler, et j'aurais pas le temps du tout, d'un quatrième pop artiste anglais qui s'appelle Kittage, qui a beau être américain, il fait toute sa carrière en Angleterre. Il va beaucoup parler, beaucoup utiliser des images en collage, redécollage, jusqu'à faire des choses qui soient très très colorées, très ambiguës, avec une ambiguïté qui va beaucoup nourrir les années 70. Le pop art anglais n'est pas toujours quelque chose de très très léché, très réussi comme le pop art américain. Il va être un jeu avec cette imagerie. Richard Hamilton a réalisé cette très belle œuvre. Qu'est-ce qui rend nos intérieurs si attirants et si séduisants de 56 dans cette exposition This is Tomorrow qui réunit tous ces univers visuels. S'il y a deux choses à regarder sur le travail d'Hamilton passionnant, c'est son art du collage, mais j'essaye depuis plusieurs séances de montrer que coller, c'est pas la même chose tout le temps. C'est pas juste assembler des choses qui viennent d'un univers différent. C'est que sur une peinture de bain, si on colle un vrai bonnet de bain, il y a un effet de télescopage assez curieux, assez surprenant, puisqu'on attend d'une image qu'elle soit en 3D, qu'elle suggère la 3 dimensions comme une fenêtre. L'époque moderne et contemporaine va jouer de ce décalage. Ça, c'est un collage qui a été retrouvé de Hamilton, un petit truc sans importance, mais qui montre, et c'est là où je vais en venir, que Hamilton va réutiliser des imageries qui viennent d'ailleurs pour jouer de ce faux. Voilà des petites images de Marilyn elle-même à la plage, une séance qui est assez connue, reconnue, qu'il va utiliser telle que, il va les reproduire dans une gravure, mais il va reproduire aussi ce que le photographe de mode a fait la plupart du temps. Il va demander un recadrage sur certaines œuvres ou dire que celle-ci n'est pas intéressante. On voit l'assistante, etc. Donc, il fait une croix dessus. L'image que fabrique Hamilton, c'est toujours une image d'image. Il va coller des images et voilà le résultat de sa peinture. Il va intégrer les croix dessus, intégrer le noir de la séparation, intégrer les photos elles-mêmes dans la peinture, peindre sur la photo, dire que celle-ci est bonne et fabriquer une image fantôme presque de l'image. Faire des images dans un monde d'images, c'est jouer, voilà le visage d'Hamilton pris en photo par Cartier-Bresson, c'est jouer avec des associations d'images qu'il va récupérer un peu partout, mais jouer avec la quantité, la circulation de toutes ces images. Là, on est en 67. Et donc, fabriquer une sorte, alors le terme peut paraître pompeux, méta-image, c'est-à-dire super image faite avec plein de trucs dedans. Et les deux choses qui m'intéressent de montrer chez Hamilton, qui montrent que c'est un artiste remarquable, c'est que ce n'est pas seulement qu'il invente cet intérêt pour le monde des masses médias comme un sujet vraiment de la peinture, c'est deux choses. Il va avoir un vrai sens de l'espace, en fait. Et quand il colle tout ça, on voit bien que c'est des images qui viennent de plein d'endroits différents, mais on a presque l'impression qu'il a reconstitué un espace. On a une vraie profondeur, on a une profondeur hors champ, on peut sortir d'ici, on peut passer dans la pièce d'à côté, avec cette dame qui a l'air de regarder un truc, mais ça s'est incrusté. Il joue assez bien avec les lignes de fuite, avec l'effet de perspective qui crée un espace. Question de l'espace qui intéressait nos Smithson et toute l'exposition de This is Tomorrow. Richard Hamilton a compris que la façon d'exposer était importante dans la prise de conscience du spectateur, dans le fait de l'intégrer, mais à l'intérieur de ses propres images, il va jouer de cet espace. Il va laisser des trous dans l'image pour qu'on comprenne que c'est une photo de photo de photo, mais il va aussi jouer de ce trou. Vous voyez, le voilà dans son atelier, on voit un petit Warhol derrière. Il va jouer de vide. C'est-à-dire que vous allez mettre du temps à comprendre que c'est un hommage à une voiture Chrysler. Le phare, la calandre, le pare-choc. Petit à petit, on va être face à des peintures. Ce sont des peintures, ce n'est pas des collages, où il y a des bouts de trucs. Est-ce que c'est un toaster ou un aspirateur? On n'est pas sûr. Il y a des petits points. Il y a la porte du frigo. Oui, c'est ça, c'est bien la porte du frigo. Hamilton va faire de nous des espèces d'enquêteurs qui, à partir de petits bouts d'images, sont en train de remonter les indices
Est-ce que là, c'est une gorge? Oui. Et c'est la matière de la peau qui m'aide parce que la forme de l'épaule ou de la poitrine est une espèce d'ambiguïté qui ressemble à une sorte de cuvette des WC. Donc il y a toujours une sorte d'ambiguïté. On croit qu'on voit quelque chose, on n'est pas sûr, on est sur la piste. Par contre, ce n'est pas seulement le fragmentaire qui est intéressant. Il suffit de très peu pour comprendre l'image. Ce qui est intéressant dans ce que fait Hamilton, c'est de télescoper des codes d'image dans un espace général. C'est-à-dire que, je vais le dire autrement, le visage de Kennedy qu'on aperçoit ici, la roulette qui est peut-être un skateboard vu de profil, c'est intéressant, ça nous donne des indices comme l'aurait fait Rauschenberg. Par contre, c'est presque ce qui n'est pas peint qui est intéressant. Chez Richard Hamilton, ce qui est plein par le collage, par l'information, par le signe, est tout aussi important que ce qui n'est pas là. Et il va en faire beaucoup, des images comme ça, des images trouées en un sens. On n'a pas besoin de beaucoup d'indices pour fabriquer du collage. Et à la différence du Jess, l'américain, qui saturait l'image à partir de ses collages, on est face à quelque chose qui est tout aussi intéressant par la présence de l'image rapportée, si on le dit comme ça, par la présence de l'image peinte, un peu amorphe à gauche, et un peu avec des traces de pinceau à droite, que par la présence de rien, c'est-à-dire d'un vide qui crée un trou, comme un trou dans votre chaussette, qui fait que le trou devient plus important que la chaussette elle-même. Il y a un truc qui, tu ne peux plus l'oublier. L'image de Hamilton, elle fabrique de l'espace mental dans la trouée. Et souvent, il va occuper cet espace parce que faire des vides, ce n'est pas évident. Hein. C'est comme quand on fait une conférence, il y a un gros blanc, à un moment donné, on a plutôt l'impression que c'est le prof qui est en train de perdre les pédales, plutôt qu'un aménagement de situation pour créer du suspense. Il faut créer du vide, créer de l'interruption dans cette saturation d'image. Et il va le faire en s'appuyant sur des phénomènes, des stratégies de peinture. À ma droite, issu d'un journal, d'une photo de journal, Mick Jagger arrêté pour possession de drogue dans les années 60, avec quelqu'un de la police qui l'accompagne. Il masque son visage parce qu'il ne veut pas être vu par les médias. Photo qui devient une peinture floue. On pourrait penser même à Richter, le peintre vivant allemand actuel, c'est-à-dire jouer avec le flou de l'image. C'est une façon de jouer à éloigner l'image, à la mettre dans le monde des masses médias. Mais l'art de Hamilton, c'est aussi d'être capable de jouer avec les vides dans cette image. Faire une gravure qui contient à gauche de la photo mal reproduite, à droite du dessin repris gravé, avec de la couleur, qui fait qu'il y a un jeu continuel entre le signé qui est dans l'image et sa disparition. Ça, c'est tout à fait passionnant. On va laisser Hamilton, qui nous avait résumé, c'était ma fin d'hier, dans une petite lettre après l'exposition This is Tomorrow, le pop, c'est ce qui est pour tout le monde, c'est ce qui est éphémère, c'est ce qui est remplaçable, et on pourrait s'amuser, si vous voulez bien, à réfléchir à ce qu'on vient de regarder, c'est-à-dire une image saturée de signes. Là, je reconnais Jagger, je reconnais Marilyn, je reconnais tous les codes de la société de consommation dans lequel je baigne, et Hamilton va retirer, et par le trou créé, plutôt attirer l'attention sur qu'est-ce qu'il y a entre les images. Et on pourrait s'amuser avec la liste de cette idée de ce que serait le populaire pour Hamilton en prenant cette liste et en repensant aux images que je viens de vous montrer. Populaire, ça marche. Éphémère, à court terme, il y a des choses qui passent, qui reviennent. On avait déjà oublié que Mick Jagger fumait du hashish et qu'il était arrêté. Remplaçable, et si je déchire l'image et si je fais un trou dedans, peu coûteux, fabriqué en série, visant la jeunesse, spirituel sexy, ça peut aller ensemble, c'est intéressant, à trouvailles, c'est-à-dire on a toujours quelque chose qui est nouveau, séduisant, bonnes affaires. Laissons Hamilton un instant pour le remplacer par un petit génie du pop art américain, Peter Blake. Un merveilleux autoportrait de Peter Blake qui s'appelle Autoportrait au badge, bien ridicule, avec un air de bien qui ressemble à rien. Il a l'air d'être un peu un grand dadais avec une tête de 35 ans, avec des baskets de jeunes et surtout des petits badges et un journal d'Elvis. Comment jouer de sa propre image et s'amuser de la distance avec son admiration. Le Peter Blake en question va faire des montages assez élaborés. D'ailleurs, il y a quelquefois des magazines tels que la cravate du personnage
est recouverte de petits motifs qui sont peints. Le personnage lui-même, qui a une tête de crétin faillot premier de la classe, tient un journal qui est collé lui-même. Et sur l'ensemble, on va avoir des vraies photos sur une vraie porte qui va remettre à l'intérieur du cadre, remettre à l'intérieur du cadre, sur une porte qu'il a peinte. Quand on regarde, si on prend un instant, ce merveilleux film de Ken Russell, le film Peter Black, fascination pour Brigitte Bardot. Voilà Peter Black. C'est Monsieur Peter Black qui rêve de Brigitte Bardot. On va le voir dans son atelier en train de montrer la porte que voici. She wiggles and she wobbles in the nicest way I know. Brigitte, bravo, bravo. Brigitte, bravo, bravo. She's got a million boyfriends from Paris to Tokyo. Il est un peu fan. This is like living in Girls Town. Ma porte rouge. This picture's called the Girly Door. I've also done the door of the young Frank Sinatra. This is a Kim Novak wall. I've done other walls, the Everly Brothers, Superman, Shirley Temple. Vous avez compris que dans l'œuvre qui contient les deux collages photos, il y a une espèce de petite miroir sans teint qui permet de voir ton propre reflet face au reflet du monde des reflets. Laverne Baker. They're usually entertainers. La pochette du disque qu'on doit écouter en regardant la peinture. Oh, well, I got a girl. What a girl. I don't know what to do. Je pense que vous avez compris la démonstration et reconnu les petits ancêtres ou copies ersatz du Elvis quand ils arrivent, du genre Marty Wide, le père de Kim, aux États-Unis. Ce que Peter Black va faire, c'est de jouer de ce monde de la rêverie, du fantasme, de la collection, en fait, en l'intégrant dans des panneaux, dans des portes, dans des objets de la vie de tous les jours le plus banal possible. Ce qui nous emmène dans la même logique que Hamilton, sur un jeu de la collection, de la saturation de la collection, jusqu'à ce grotesque de sa propre image. Peter Black, de ce point de vue-là, est un peintre tout à fait passionnant. Mais il va réaliser ceci, qui est important dans notre histoire. Alors, je vais faire 2 apartés et demi. Les peintures de Peter Black tardives, elles sont repeinture-peinture et très passionnantes. Je ne perds pas le fil et je vais vous aider à ne pas le perdre. Il y a des petits jeunes gens que voici, de Londres, qui se rencontrent. Ils sont un peu jeunes et niais, on peut lire leur histoire, ils sont assez connus. Il y en a qui ont fait des études d'art, d'autres pas du tout. Ils sont 3, ils sont 4, et puis petit à petit, ils vont être passionnés, et l'argument est important. Liverpool est un port, et dans les ports, il y a des marins qui apportent des trucs qui viennent du monde entier. Là, ils vont apporter des disques qui viennent des États-Unis, parce que dans cette bascule des années 56-62, petit à petit, les États-Unis vont se refermer sur une vague de morale et d'anti-communisme et de prise en main
tout ce bordel de jeunes. Et petit à petit, ce sont les Anglais qui vont prendre la main, qui ont plus de liberté et qui, par Liverpool notamment, par Hambourg, où ils vont aller travailler aussi. Les ports, c'est toujours des portes d'entrée pour la culture qui sont tout à fait passionnants pour ça. Même chose au Congo. Dès qu'on a un port, on a des trucs qui se passent. Et le rock, par le Havre, merci. Les petits jeunes gens, au début, sont pris en photo par leur copine Astrid Kircher. Ils sont plutôt habillés en rocker. C'est-à-dire, s'ils ont du succès, ce n'est pas seulement les Beatles parce qu'ils sont géniaux, mais parce que très tôt, par eux-mêmes et avec un manager, ils vont avoir l'idée que le look, c'est aussi important que le reste. Donc, le premier aparté que je suis en train de faire, je suis en train de partir de Peter Blake et de Richard Hamilton, le pop art, le monde des médias et le monde des stars dans lequel on baigne. Je fais un petit détour en pensant que les stars vont eux-mêmes gérer leur propre image. Et qu'est-ce qui va se passer dans ma première conclusion dans la minute qui suit? C'est que, évidemment, les Beatles vont aller chercher Peter Blake pour faire une pochette de disque. Il faut avoir assez de culture pour avoir l'idée que des artistes d'avant-garde pourraient travailler pour eux et fabriquer des visuels. Et il faut que de l'autre côté, les artistes d'avant-garde aient envie de travailler sur d'autres supports de diffusion populaire. Ça tombe bien, on a réuni les deux. Les petits Beatles du début, c'est des mecs avec des bananes habillés en cuir qui ont un petit air de mauvais garçon. C'est pas leur style, leur manager va leur déconseiller et c'est les Stones qui prendront le marché. Du côté mauvais garçon, est-ce que vous laisseriez un Stones coucher avec votre fille? Au début, c'est rock'n'roll et ça ne va pas rester longtemps. On a des petites traces par Astrid Kircher. Petit à petit, ils vont être pris en main par un manager qui va leur dire un petit boy anglais avec cravate et coupe au bol, ça serait pas mal. Et ils vont être la plupart du temps, les morceaux de leur carrière, leur pochette de disque, leur look. Ici, c'est Deso. Juste avant, c'était Lee Chadwick. On peut associer des périodes des Beatles à des photographes. Voilà que Deso pense à leur faire sauter en l'air comme des petits repères graphiques pour une petite pochette de disque qui aura son succès, qui s'appelle Help. Et puis après, ils vont travailler avec Robert Freeman, qui fait cette magnifique pochette, travail de lumière latérale finalement plus classique pour de la photo, on en a déjà vu plein de là comme ça. Par contre, fait sur des pochettes de disques pour qu'on la retrouve un peu partout, c'est pas évident. C'est pas du tout habituel qu'on s'adresse à des gens comme ça pour créer un style graphique. Cette pochette-là, elle est passionnante pour ça, c'est qu'à la fois, on a des artistes qui sont conscients de leurs valeurs, qui vont jouer de leur propre image dans un monde des images qui se développe et qui s'adressent à un photographe de talent comme Freeman. Le même Freeman va quand même faire Rubber Soul avec une ambiance qui commence à partir dans ce que fut même M. Mick Jagger, si vous voyez ce que je veux dire, en étant passé par quelque chose d'un peu libre dans un parc de Londres, avec leur magnifique coupe de cheveux, et en étant passé par quelque chose de plus esthétique. On est un rock qui veut faire reconnaître des images un peu esthétisantes, qui commence à être libre, proche de son public jeune, et qui va petit à petit avoir son propre langage qui colle avec la typo, avec l'image. La typo va avec l'image qui est déformée, pas rien. La typo, vous le savez peut-être, mais les quatre font le signe help des avions. Et le même Freeman va nous sortir une des meilleures pochettes des Beatles, qui s'appelle Avec les Beatles. Ils vont ensuite rencontrer Robert Whittaker, qui va avoir l'idée de leur faire ce petit film merveilleux suite à tout ce bordel de popularité qui leur a fait faire des concerts aux États-Unis à tel point qu'il y avait tellement de gens qui braillaient qu'on n'entendait rien. On est passé vite fait sur le travail de Klaus Voormann qui fait du collage, un mélange de collage et de dessin. On pourrait même dire, et un collage des vrais yeux qui donne une image complètement étrange. On pourrait dire, si on va vite, que les années 50-60, c'est les années du collage. On pourrait dire ça, mais ça ne nous suffira pas. Ils vont travailler avec Richard Avedon dans leur partie plutôt fumette, et nous arrivons à notre Sgt Pepper. Les Beatles sont très connus, ils sont sortis de leur propre image, ils ont fait sortir du musée Tussaud leur double, les voilà en vrai en pop culture de l'époque, voilà les petits portraits avec des tampons de ouate qui vont renforcer le noir, parce que Peter Blake, il a l'idée de faire venir des mannequins de cire, de jouer avec des silhouettes sur lesquelles on va mettre des têtes d'une société de la pop culture. Devant des petites plantations, voilà le monsieur Blake, voilà les petits essais.
On a un album concept qui, dans l'histoire de la musique, est en plus très importante. C'est-à-dire, on va dire, ils ont inventé un faux orchestre du Sergent Poivre, et l'album serait la fanfare de cet événement, avec un album concept, c'est-à-dire toutes les chansons ont rapport entre elles. C'est devenu une espèce d'œuvre d'art en soi. J'ai raconté aussi que dans ce travail sur l'imagerie qui est partout présente, comment Marlon Brando peut voisiner avec Edgar Poe, avec W.C. Fields et avec Bob Dylan, c'est-à-dire de la haute culture, Mahatma Gandhi, Marlène Dietrich, et en même temps des comiques, Oscar Wilde, qui est quand même un Anglais fameux, interdit de plein de choses. Et puis, il y avait Hitler, ils ne l'ont pas mis parce qu'ils ont pressenti que ça allait sentir les ennuis. On a les Beatles en statut de cire avec les Beatles en vrai, mais ce n'est pas les vrais Beatles, puisque c'est le groupe du Sergent Poivre. Ce que Peter Blake a le génie de faire, c'est de jouer de cette saturation d'images. Faire des images dans un monde d'images, ça c'est la pochette qu'on va retenir, c'est montrer que les Beatles sont devenus une image et que la marque Beatles peut être un jeu de détournement et de mise à distance par les artistes eux-mêmes. Si cette pochette est une des plus célèbres de toute l'histoire du rock, elle devrait être aussi une des plus célèbres de l'histoire de l'art, et c'est là où il y a frontière, flirt, tout simplement parce que il y a une réflexion sur l'image qui est invraisemblablement intelligente. On a des artistes avec leur propre double qui a l'air un peu sous anxiolytique, alors que là, ils ont l'air d'être sous une substance que si vous cherchez bien, vous trouverez dans les fleurs du bas. Petit clin d'œil à tout le monde, ça fait toujours rigoler, qui fait que le fan va être celui qui s'amuse à décrypter, à voir pourquoi il y a Danny Wilde à cet endroit-là, pourquoi il y a Marlon Brando, qui sont ces gens, quel rapport il y a entre eux. En fait, le spectateur va être celui qui s'amuse. C'est ce qu'on demande aux spectateurs de l'art contemporain et c'est ce qu'on demande aux fans. Le monde de l'art comme un travail. Découvrir ce qui peut être autour de vous. Alors, vous avez compris le rapport qu'il y a entre les deux. Peter Blake et le Hamilton qui est passionnant, c'est qu'il est embauché par les Beatles parce que c'est quelqu'un qui travaille sur le monde des images, leur saturation, leur circulation, sur l'absence d'images et sur le fait de jouer. Je pourrais m'arrêter là, on aurait déjà une belle séance du pop art anglais. Mais j'ai une trouvaille invraisemblable à vous raconter. Et pour M. Bernard qui vient juste après, quelle est la pochette de disque qui va succéder à ce Sergent Poivre? Une pochette tout à fait étonnante qui s'appelle le White Album, l'album tout blanc, dont on pourrait dire, si on est collectionneur ou amateur de pochettes, un album tout blanc, c'est pas terrible. L'album tout blanc, je vais vous le montrer tout de suite. C'est lui. Pochette de disque, on sort de ça. Et la pochette suivante, c'est en presque relief, c'est comme en bosselé, c'est pas le terme, embossé. C'est-à-dire on a une matrice qui sert à impacter et puis on a une image. Alors on pourrait dire le graphiste, il s'est un peu foutu de la gueule. Lui. Le graphiste de ça, il s'appelle Richard Hamilton. Qu'est-ce qui est arrivé à M. Richard Hamilton qui nous avait fait des magnifiques œuvres qui jouaient avec le vide? Ça d'accord, mais tout blanc, ça peut paraître beaucoup. Richard Hamilton a fait quelque chose d'invraisemblablement incroyable. Il a découvert, et on retrouve cette petite histoire merveilleuse dans ce livre, tout à fait passionnant, un peu intello vu le sujet, mais en même temps, c'est raisonnable, le grand déchiffreur. Richard Hamilton, il a découvert le travail de Marcel Duchamp, qui connaissait ce qu'il était artiste, mais prof aussi. Il a découvert ce que vous avez là devant vous, qui date de 34, pardon, la boîte verte. C'est-à-dire que Duchamp, vous vous en souvenez peut-être, s'était amusé à faire un résumé de ses propres œuvres dans une boîte. Il a reproduit les images de son travail, la broyeuse de chocolat, le grand verre, l'élevage de poussière, avec des notes de sa main, des reproductions de notes, le GWEP, et puis des petits schémas de ce qu'il voulait faire. Duchamp avait eu l'idée que finalement l'œuvre c'était une chose, mais la diffusion de l'œuvre, l'art comme travail, la réflexion sur l'œuvre pouvait être un sujet. Et Richard Hamilton, alors qu'il est très connu, il fait quelque chose d'invraisemblable, et j'ai pris des photos très moches de ce livre vite fait pour vous faire comprendre le principe, parce que le sujet est un télo, mais alors c'est tout à fait passionnant ce qu'a fait Richard Hamilton, c'est presque un polar.
Il découvre cette œuvre de 1934 et il va aller rencontrer Marcel Duchamp qui vit aux États-Unis. Voilà notre Hamilton ici et Marcel Duchamp. Et il lui dit, voilà le livre que j'ai sous la main, une sélection d'écrits, d'entretiens, de lettres. Il lui dit, mais en fait, je voudrais traduire votre boîte verte. Vous avez compris, c'est ici. C'est pour ça qu'il s'appelle le grand déchiffreur, c'est qu'il va d'abord essayer de décrypter les gribouillis de Marcel Duchamp. Voilà. Dans la boîte verte, il y a des petites images, des reproductions comme des photocopies un peu de ce que Marcel Duchamp a fait. Il va essayer de trouver un code visuel qui permet de retravailler ça pour qu'on comprenne. Parce que ce qui est intéressant dans ça, c'est des choses grattées, rajoutées, reprises. Donc voilà l'équivalent. Il trouve avec un système de reproduction mécanique, vous voyez, c'est une machine qui fait ça, mais il va trouver comment rayer, comment biffer, parce que ça correspond à ce qu'il a fait. Appareil, instrument oratoire, hop, ici, en dessous. Mais ce qui est biffé ici, c'est ce qui est biffé sur le côté. Donc comme il va s'intéresser à ce sujet-là et puis trouver des équivalences visuelles, voilà, une page de Duchamp, une page retranscrite par Hamilton. Une page de Duchamp, une page retranscrite par Hamilton. Donc il y a un petit dessin, vous voyez qu'il y a une sorte de vitesse de lecture de l'ensemble. Parce que ça le passionne de se dire, mais qu'est-ce que Duchamp a fait à partir de cette œuvre finale qui s'appelle Le Grand Vert. Le Grand Vert, c'est l'image décryptée que voilà, c'est une sorte de mode d'emploi que Richard Hamilton fabrique à partir de cette œuvre importante du Grand Vert. Il va envoyer sa retranscription, parce qu'en fait, la boîte verte qui explique ce qu'est l'œuvre, il y en a très peu d'œuvres. Il la découvre chez Roland Penrose, le grand surréaliste, époux de Lee Miller. Et il envoie sa version à Marcel Duchamp, qui est tout à fait intéressé par le fait qu'il y ait quelqu'un qui décrypte son histoire. Et donc, il lui dit, vous n'avez pas peur que l'histoire vous juge mal? Et Duchamp répond, je me moque de ce que fait l'histoire, je crois qu'elle ne me concerne pas. Et puis, il écrit, cher Marcel Duchamp, j'ai passé du temps sur votre boîte de Grand Vert. En tant que peintre, j'y attache une grande importance personnelle. En tant que maître de conférence, je me suis aperçu qu'elle offrait un champ de recherche profitable du point de vue de mes élèves. Voilà notre entrée dans le contemporain. Un artiste, prof en même temps, s'intéresse à une œuvre d'un artiste tout à fait intellectuel qui a accompagné son propre travail d'une boîte explicative, entre guillemets. Il y a très peu d'exemplaires de la boîte en Angleterre. Et comme il n'existe aucune traduction à ma connaissance, je vous propose de traduire cette œuvre. Comme vous comprenez qu'il y a des trucs biffés, il y a des astuces, des jeux de mots, des choses qui sont assez subtiles, le passer dans une langue et dans l'autre devient très compliqué. Et puis, il faut que Hamilton trouve une sorte de code. Vous voyez, ici, on a un petit S qui rajoute un élément avec un autre, qui va retranscrire tout ce qui est autour de nous. Les petits papiers séparés, la retranscription séparée. Et vous remarquez qu'il y a un petit cadre, et à l'intérieur, il y a un petit cadre. Réponse de Duchamp en 1958, on n'est pas longtemps après Sissi-Stomoro, vos petits dessins ont emporté ma conviction, je suis d'accord avec votre idée d'une présentation à la manière d'Emmanuel. Le livre aura alors une mise en page unifiée qui facilitera la lecture. Réponse de Hamilton, très mignonne, c'est presque fini. J'ai été content de voir que vous m'appeliez par mon prénom et j'espère que vous pensez que nous nous connaissons assez pour que je cesse de vous donner du monsieur. On est en 59. Une correspondance entre les deux, des rencontres en vrai, une traduction en 59 qui va sortir où il transpose typographiquement ce que je vous ai dit, cette boîte. Et petit à petit, on découvre aux États-Unis toute ce grand œuvre qui est exposé, qui date de 1915-1923, mais qui est exposé là. Et ce qu'ajoute Marcel Duchamp tout à fait de façon mignonne, dans un petit dessin, il écrit « Pour Richard Hamilton, affectueusement, mon grand déchiffreur ». Ce qui va passionner pendant plusieurs années Richard Hamilton, qui était à 100 lieues pour l'historien de l'art que je suis, de s'intéresser à une œuvre aussi intellectuelle que celle de Marcel Duchamp, que voilà. Richard Hamilton n'est pas à son avantage quand il est en vacances à Las Vegas avec la famille, la femme de Duchamp sur le côté, mais il est ami avec lui. Tiny Duchamp en 1963. Richard Hamilton va être complètement fasciné par son travail. Il va être comme un fan un peu, mais comme un déchiffreur aussi. Voilà, à sa droite, on le voici en train de tenir un petit jeu de mots qui s'appelle Épiphanie, mais il a à côté de lui, dans son propre atelier, fait une réplique de la roue de bicyclette de Duchamp. C'est-à-dire, il a fait l'œuvre de Duchamp, un ready-made, fabriqué par lui-même.
Et il va proposer à Duchamp quelque chose d'invraisemblable, c'est qu'en plus de donner un mode d'emploi de tout ça, il va proposer à Duchamp de faire des répliques de ses propres œuvres. Pour la rétrospective de Pasadena de 64, Richard Hamilton va proposer des reproductions d'œuvres de Duchamp faites avec Duchamp. Voilà une explication technique. On devine l'œuvre qu'a faite Duchamp, le grand verre, sur lesquels on pourrait se pencher pendant des années pour trouver et décrypter ce que ça peut vouloir dire, des interviews, des systèmes de reproduction. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ce que va faire Richard Hamilton, c'est qu'il va reconstituer à l'identique le schéma de pensée, les petits textes qui étaient dedans, mais il va aussi, et le voilà, reproduire le grand verre. Alors il se pose une question qui est merveilleuse de surréalisme, c'est que vous avez peut-être noté, mais dans le grand verre, le vrai, le grand verre, il y a longtemps, il est tombé. Et il s'est cassé. Question passionnante pour l'histoire de l'art. Pour ceux qui, entrant dans le contemporain, découvrent que finalement, ce n'est pas l'œuvre qui est importante, c'est tout ce qui est autour. Monsieur Marcel Duchamp, est-ce que je dois casser l'œuvre? Et Marcel Duchamp dit, non, non, elle est plus intéressante comme ça, parce qu'en fait, c'est votre œuvre de mon œuvre. Voilà Richard Hamilton en train de fabriquer l'œuvre et de la reproduire à l'identique, passer des années à faire ça. Le grand verre, reconstruction par Richard Hamilton, 65-66, alors que l'œuvre était de 1915. La voici, pas cassée. C'est comme ça que vous savez que c'est celle d'Hamilton. Voilà, Hamilton, ma photo est vraiment minable de 68. Elle est importante parce qu'il y a Richard Hamilton, Marcel Duchamp au cinéma, et derrière, John Cage. Voici une photo de Marcel Duchamp de 65, faite par Richard Hamilton. Ils vont être pas seulement un fan et son héros. S'il l'appelle le grand déchiffreur, c'est qu'il va découvrir, Hamilton, des choses dans le travail de Duchamp qu'on n'aurait jamais trouvé avant. Et quand en 1977, Duchamp est mort, et j'en termine, Art News fait une question qu'elle envoie à tous les artistes qu'elle connaît. Qui admirez-vous? Et Richard Hamilton répond, la réponse est assez évidente, Duchamp. J'ai trouvé ses œuvres plus intéressantes, plus passionnantes, plus durables que n'importe quelle autre. Plus je les connais, plus j'y réfléchis, plus elles sont captivantes. Voilà quelque chose qui fait partie du contemporain et qui dépasse le pop art, qui montre que le pop art a à voir avec quelque chose de très intellectuel, très conceptuel. On pourrait penser qu'il a juste collé des photos de Brigitte Bardot, que c'est un jeu. On va voir chez Warhol qu'il y a beaucoup de pensée, en fait, pour quelque chose qui a l'air très superficiel. Ce qui est très réussi dans ce pop art anglais et américain, c'est qu'on arrive à avoir une lecture au premier degré, et elle va bien à tout le monde. On a des Marilyn en photo, ça fait des fonds d'écran pour téléphone merveilleuses, mais que c'est plus intelligent que prévu. Et que dans ce mécanisme de copie, de recopie, de recherche, de faire des images dans un monde d'images, les artistes vont s'intéresser à l'histoire des médias et à l'histoire de l'art elle-même. Voilà pourquoi j'avais besoin de vous raconter cette histoire d'une sorte d'admiration qui est devenue une amitié, qui est devenue une espèce d'inspiration, puisque ce qu'ajoute Richard Hamilton, j'ai passé plus de 4 années de mon existence à travailler sur le grand verre et les notes qui s'y rapportent. Il fallait que le grand verre soit une œuvre vraiment extraordinaire pour survivre à un examen aussi attentif, sans devenir ennuyé, on ne s'en lasse jamais. Il y a la diversité des œuvres de Duchamp, parce qu'on pourrait voir plein de choses dedans, mais aussi ce qui m'intéresse, moi, Hamilton, c'est l'idée que pour Duchamp, il y a son attitude, son détachement, son refus d'insister. Il allait au bout d'une idée, il passait à autre chose. Il y a finalement, dans le travail de Duchamp, plein de possibilités d'interprétation, plein de sens possibles. Je dis, on n'y comprend rien, mais dans le sens où on ne peut pas finir d'épuiser quelque chose. Et même si vous pensez que Duchamp s'est moqué du monde en mettant plein de significations à plein d'endroits superposés, ben on pourrait répondre que si ça nourrit les artistes, c'est suffisant. Et qu'on est entré dans quelque chose qui est contemporain, c'est-à-dire quelque chose où l'interprétation va être aussi importante. L'appareil de texte, de réflexion va faire partie de l'ensemble. La principale influence qu'a exercée Duchamp sur moi, et la conclusion est merveilleuse de Hamilton, c'est une sorte de réaction contre lui, non pas au sens où je serais anti-Duchamp, mais parce que j'adhère à son iconoclasme, c'est-à-dire icono, image, claste, cassé. Duchamp ne veut pas qu'il y ait des images. Et je suis d'accord avec son iconoclasme, c'est fondamental dans mes œuvres. Je pourrais dire, tiens, si on s'arrêtait à cette phrase, Hamilton colle des photos, les sature, se moque d'elles, les rature, les déchire. Non, ça va plus loin, c'est merveilleux. Il n'y a qu'une façon d'être influencé par Duchamp, elle consiste à être iconoclaste, y compris contre lui. C'est-à-dire, il s'est toujours opposé à l'art rétinien, l'art du regard,
Eh bien moi, je prends le contre-pied en devenant plus rétinien dans ma peinture, c'est-à-dire en jouant des images qui sont autour de nous. Je fabrique des images et en étant celui qui fabrique un double d'une image qui existe, je fais moi-même une œuvre. Le rapport entre les deux artistes prouve qu'ils sont intelligents et c'est merveilleux pour ça. Richard Hamilton demande à Duchamp d'installer la copie de son œuvre. Duchamp va signer l'œuvre. C'est l'étude reproduite par Hamilton à Londres et signée par Duchamp lui-même. Et Hamilton va s'amuser dans cet autoportrait à l'image à jouer avec sa propre image. Voilà le dos du livre qui m'a inspiré chez Ringier dans la collection Maison Rouge. Et j'en arrive à une conclusion merveilleuse. Merveilleuse, merveilleuse. Dans un monde saturé d'images, par un artiste, ici Peter Blake, Richard Hamilton, qui fait que les Beatles se sont devancés par leur propre image, la réponse en un sens intellectuel, conceptuel à tout ça, c'est tout blanc. On verra demain comment les Américains répondent à ça.